Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. On va commencer dans environ une petite minute. Donc, pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous, ça sera pas très long. On va commencer dans une ou deux minutes. Donc, pendant qu'on patiente, je voudrais remercier les organismes qui ont rendu notre journée possible. Merci aux partenaires de l'événement. Parlons Science, ArcticNet, l'Agence spatiale canadienne, Génome Canada, Digital Moment, la Société royale du Canada et le réseau de cellules souches pour l'organisation de notre symposium. Notre événement aujourd'hui n'aurait pas été possible sans le soutien de généreux donateurs de Parlons Science. Merci à Amgen, HMDC, Rio Tinto, le gouvernement du Canada, la Fondation de la famille Mitchell et Catherine Barron et la Fondation familiale Trottier. Bonjour à tous. Est-ce que je peux commencer maintenant? J'ai-tu le go? Je vais commencer. Bonjour, bienvenue à Parlons Action climatique. Notre symposium aujourd'hui va mettre en lumière la question des changements mondiaux, sociétaux et personnels que nous, avec nos gestes et dans nos carrières, on peut initier pour lutter contre le changement climatique. C'est la question de l'heure. Malgré ce qu'on pourrait en dire dans les nouvelles en ce moment, on pourrait se sentir mal influencé, mais inquiétez-vous pas, la question des changements climatiques est toujours d'actualité plus que jamais. Donc, on va commencer à explorer la question à travers des solutions à travers des carrières dans les STEAM. Les STEAM, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est la petite acronyme pour dire sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. On va explorer des carrières en milieu francophone au Canada qui jouent un rôle clé dans l'apport de solutions. On va aborder aujourd'hui des solutions innovantes et des stratégies concrètes qui vont des technologies émergentes aux actions locales et qui ont un impact direct sur notre environnement. C'est l'occasion de découvrir comment chacun de vous, chacun de nous, grâce à nos compétences, à ce qu'on développe comme savoir au cours de notre vie, on peut contribuer activement à un avenir plus durable. Je vous invite à nous rejoindre pour explorer des solutions innovantes et découvrir comment on peut contribuer à un avenir plus durable, en particulier à travers les carrières dans les STEM. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont jamais vu dans les symposiums visionnaires, mon nom est Camille Lavoie, puis je vais être votre animatrice pour l'événement. Actuellement, je fais de la recherche à l'Université Laval dans un laboratoire d'écologie marine. Je me spécialise dans l'étude des milieux côtiers dans l'Arctique canadien. Je suis plongeuse dans l'Arctique et plus spécifiquement, j'étudie les habitats côtiers et la diversité de la faune arctique qui leur est associée. J'ai commencé mon parcours en m'intéressant à la zoologie et à la taxonomie, l'étude vraiment de comment on nomme exactement une espèce, comment est-ce que cette espèce-là évolue dans son milieu des invertébrés de l'Arctique. Les mollusques, les crustacés, les échinodermes, c'est ce qui m'a permis de participer à plusieurs missions dans l'Arctique, que ce soit dans les communautés inuites ou à bord d'un navire de recherche. Personnellement, je suis particulièrement fascinée par les habitats qui sont formés par les forêts d'algues géantes. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des forêts d'algues dans l'Arctique sur les milieux côtiers, puis qui sont un peu comme des forêts tropicales visuellement, mais qui vont grandir dans une eau glacée. Ce sont des organismes vraiment importants pour la régulation du climat à cause, entre autres, de leur capacité à capter le carbone dans les milieux marins et à le séquestrer dans leurs tissus. Les algues, tout comme le phytoplancton, participent à ce qu'on appelle la pompe à carbone des océans.
Je voudrais d'abord aussi souligner que beaucoup d'entre nous sont rassemblés sur un territoire traditionnel autochtone. Donc, personnellement, j'habite à Québec et Québec fait partie du territoire traditionnel de la nation Huron-Wendat. Je vous invite à regarder une carte interactive sur Native Land pour en apprendre plus sur la région dans laquelle vous vous trouvez et son héritage traditionnel autochtone. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires dans la section questions-réponses, le QR qui est sur l'interface Zoom. On va suivre ça avec attention. Je vais vous commencer aussi avec quelques petits renseignements pratiques. Donc, s'il vous plaît, notez que vos caméras et vos micros sont désactivés par défaut. Donc, on ne peut pas vous entendre, on ne peut pas vous voir, mais vous pouvez toujours nous envoyer effectivement vos messages par clavardage. Donc, notre équipe est là pour vous aider. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Donc, ou nous faire part de vos réflexions. Demandez de l'aide si vous avez des problèmes techniques. On est là pour vous. Ah oui, vous pouvez aussi avoir accès au titrage automatique dans le bouton, avec le bouton Close Caption. Et enfin, vous pouvez aussi partager votre participation à notre symposium sur vos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous identifier en utilisant les identifiants ici présents à l'écran. On vous encourage aussi à les suivre par l'Anscience pour les nouvelles sur les événements et les concours. Donc, je suis vraiment ravie de discuter de l'action climatique avec vous. C'est un sujet qui me passionne profondément. Les écosystèmes marins sont les premiers affectés par les changements climatiques. Les algues, tout comme les coraux, sont menacés par les vagues de chaleur partout à travers la planète. Donc, ça me préoccupe. Et la conservation des habitats marins de l'Arctique me préoccupe également parce que ce sont des habitats qui jouent un rôle de régulation majeur pour l'ensemble de la planète. Et aussi parce que ce sont des habitats qui abritent une biodiversité absolument unique et magistrale. Donc, j'ai hâte d'aborder avec vous les différentes façons dont les carrières dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques peuvent jouer un rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on parle de solutions. Mais je suis aussi vraiment enthousiaste à l'idée de vous impliquer dans la conversation. Donc, les changements climatiques transforment rapidement notre façon de vivre et surtout de penser à notre avenir. Donc, aujourd'hui, on veut vous inspirer, vous les jeunes, à nous rejoindre pour façonner un avenir à travers l'innovation, les nouvelles technologies, la recherche scientifique. Pour ce faire, on va vous présenter aujourd'hui des métiers passionnants dans les STEM qui ouvrent des possibilités pour votre avenir. Donc aujourd'hui, on va explorer comment chaque niveau d'action joue un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques. On va commencer par une perspective mondiale avant de zoomer progressivement vers des solutions plus locales et individuelles, allant des étoiles aux insectes. Donc, l'activité d'aujourd'hui est consacrée à la présentation de trois scientifiques extraordinaires. Tout d'abord, on va rencontrer Cassandra Bolduc de l'Agence spatiale canadienne qui va nous expliquer comment, en observant la Terre depuis l'espace, on peut planifier des actions pour lutter contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. Ensuite, on va rencontrer Alexandra Gellé qui va nous parler de son parcours et de comment on peut, en tant que société, sensibiliser la population aux changements climatiques et aux mesures à prendre pour y faire face. Et en terminant, on va rencontrer Louise Enoiti qui va nous présenter comment les insectes peuvent être une source d'alimentation, mais aussi un outil important d'élimination des déchets. Donc, tout au long des présentations, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions dans le QR. Ça va nous faire plaisir de les lire et d'y répondre plus tard à la table ronde. On va commencer avec notre première présentatrice, Cassandra Bolduc. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui est une scientifique qui travaille à l'Agence spatiale canadienne. Cassandra est spécialisée dans l'étude du Soleil et de la Terre, un domaine qui est, ma foi, tout à fait fascinant. Et on va explorer comment notre planète et notre étoile, donc j'imagine notre Soleil, influencent l'univers autour d'eux. Cassandra a commencé ses études en physique à l'Université Laval, puis elle a poursuivi en astrophysique à l'Université de Montréal, d'où elle tient son doctorat. Après, elle est partie en Suisse pour étudier la physique solaire à Davos, qui est un endroit connu pour ses observatoires scientifiques. Et elle ne s'est pas arrêtée là, après avoir passé 5 ans à travailler avec le Service météorologique canadien, où elle a ensuite étudié la qualité de l'air et utilisé des satellites pour analyser l'atmosphère. Elle a rejoint l'Agence spatiale canadienne il y a 3 ans. Et elle continue à mener des recherches passionnantes sur tout ce qui touche à l'espace. Cassandra,
Le micro est à toi. Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Je vais partager mon écran. Donc voilà, merci de l'invitation à partager ma passion, donc qui est l'observation de la Terre depuis l'espace. Donc, j'ai la chance de travailler pour l'Agence spatiale canadienne où on peut à la fois avoir un impact concret sur le monde qui nous entoure, tout en faisant des trucs super cool dans l'espace et on peut rêver dans les étoiles. Donc, moi, je travaille pour la division d'utilisation de l'espace, plus précisément dans le groupe des sciences du système Soleil et Terre. Donc, mon groupe se consacre vraiment à l'interaction entre le Soleil, l'environnement terrestre, donc son champ magnétique, sa haute atmosphère, l'atmosphère ainsi que la surface. Et on a plusieurs projets qui sont consacrés à étudier les changements climatiques. Voilà. Je ne sais pas si je suis capable de changer ma diapo. Oui. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'action climatique. Et en amont de toute action, il y a la compréhension du système sur lequel on veut agir. Donc, cette image montre un aperçu du système donc, qui régule le climat. Donc, on a le Soleil qui fournit toute l'énergie qui est reçue à la Terre. Donc, presque toute l'énergie, si on veut être précis. Et une partie de cette énergie-là va être réfléchie à la surface par certaines composantes de l'atmosphère. Une autre partie va être absorbée, va se rendre jusqu'à la surface, va être réémise par la surface. Et donc, il y a plein de processus donc, qui sont en cours dans l'atmosphère et à la surface de la Terre qui vont déterminer quelle quantité d'énergie est réfléchie, quelle quantité d'énergie va pouvoir être absorbée par l'atmosphère, va être absorbée par la surface, réémise par la surface. Il y a plein de facteurs qui déterminent ça. Il y a la composition de l'atmosphère, donc sa composition chimique, les différentes molécules qui s'y trouvent. C'est là qu'on trouve les fameux gaz à effet de serre. Il y a les aérosols qui vont en général réfléchir une partie de la lumière. Il y a les nuages qui aussi peuvent réfléchir une partie de la lumière, qui peuvent en laisser passer, donc selon le type de nuage, qui peuvent agir soit comme une couverture et garder la surface plus chaude. Il y a les polluants, il y a tous les particules que les volcans vont injecter dans l'atmosphère. Il y a aussi la surface de la Terre. Donc, ce qui recouvre la surface va déterminer aussi quelle fraction de l'énergie est réfléchie, quelle fraction est absorbée. Donc, selon si on a un couvert végétal, selon si on a de l'eau, de la neige, la quantité d'énergie qui va être réfléchie va être différente. Euh, et les scientifiques ont plusieurs modèles pour essayer de simuler tous ces phénomènes dans l'ordinateur et faire des prévisions dans le futur. Mais on ne peut pas faire de prévisions si on ne comprend pas bien comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, pour ça, on a besoin d'observations. On peut avoir des observations au sol. Donc, on a plein de stations météo qui nous permettent de faire ces observations. On peut avoir des observations in situ, donc directement dans l'atmosphère, directement dans les océans. Pour ce qui est de l'atmosphère, on a des ballons sondes qui partent du sol et qui montent dans l'atmosphère pour vraiment échantillonner à plusieurs altitudes. Les avions prennent des mesures aussi. Et les satellites sont un outil parmi ceux-ci pour faire ces mesures. Et l'avantage, c'est qu'ils ont une couverture globale. Donc, on peut voir là, à l'échelle de la Terre et étudier ces différents phénomènes, donc à grande échelle. Donc, il y a plusieurs façons pour lesquelles les satellites sont utilisés, donc plusieurs domaines spécifiques pour lesquels on va utiliser les satellites dans le but de mieux comprendre, d'étudier les changements climatiques. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la fameuse couche d'ozone. C'était un gros sujet là, quand j'étais plus jeune, avant même qu'on parle du réchauffement climatique. Donc, notre atmosphère, dans notre atmosphère, donc à haute altitude, il y a un endroit où la concentration d'ozone est plus élevée et cette molécule est très importante parce qu'elle bloque les rayons ultraviolets qui sont nocifs pour la vie sur Terre. Donc,
c'est très important pour nous, les humains. Et bon, avec l'ère industrielle, les humains se sont mis à émettre de la pollution qui vient interférer avec les réactions chimiques de l'ozone, donc ils vont la détruire et créer des zones, surtout près du pôle sud, mais parfois même du pôle nord, où la quantité d'ozone dans la stratosphère est fortement réduite, donc ce qui permet aux rayons ultraviolets donc, de pénétrer plus dans l'atmosphère. Donc, grâce aux satellites, on peut suivre l'évolution de la couche d'ozone, mais aussi des substances qui vont interférer avec elle et qui vont la détruire. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail d'un de ces satellites-là dans les prochaines diapositives. On peut également surveiller la qualité de l'air et mesurer la pollution. Donc, ça se passe un peu plus près de la surface. Mais on a d'autres satellites qui sont capables donc, de mesurer la composition chimique de l'atmosphère, donc toutes les molécules qui sont nocives pour nous, incluant l'ozone quand elle est près de la surface en passant. Donc, c'est nocif pour nous. Donc, on peut voir là, à très grande échelle quelles sont les zones où la qualité de l'air est moins bonne et ensuite s'en servir pour plein d'applications, pour voir d'où cette pollution-là provient, pour voir l'effet des réglementations sur l'émission de pollution et aussi s'en servir pour modéliser. Maintenant, à la surface directement, on peut observer la glace, on peut observer la neige et comme je vous disais tantôt, cette composante-là influence la quantité d'énergie qui est réémise vers l'espace, qui est réfléchie par la surface. Donc, c'est une composante importante pour bien comprendre le climat. On peut aussi faire le monitoring des forêts, des écosystèmes, voir les différents types d'agriculture qui sont en cours depuis l'espace. On peut également surveiller le taux d'humidité dans les sols, ce qui nous permet donc d'avoir d'avoir plein d'informations pour la science, mais aussi pour l'agriculture, pour aider les prévisions donc au jour le jour là, dans la vie, par exemple, des agriculteurs. Et comme je vous disais tantôt, on peut aussi vérifier à quel point les nouvelles réglementations sur la pollution sont efficaces. Et tout ça, en fait, fournit des données aux scientifiques et aux décideurs qui les aident à prendre des meilleures décisions, donc à fournir aussi de meilleures prévisions qui, elles, aident à prendre de meilleures décisions. Donc, je vous montre en vrac quelques satellites qui sont présentement en opération, qui ont été soit lancés par l'Agence spatiale canadienne elle-même ou en collaboration avec des agences partenaires. On a en haut à droite le petit SciSat, qui est un de mes préférés parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, qui a été lancé il y a plus de 20 ans. Donc, 20 ans pour une durée de vie de satellite, c'est incroyable parce que c'est très long. L'environnement spatial est très, très difficile pour les satellites, mais SciSat continue de nous envoyer des données de très bonne qualité, même après 20 ans. Il a été lancé pour justement faire le suivi de la couche d'ozone et des substances qui la détruisent. Et de plus, donc à l'époque, il était prévu que SciSat mesure seulement 7 substances différentes, donc 7 molécules distinctes. Et avec le temps, les équipes scientifiques de l'Université de Waterloo et de l'Université de Toronto ont développé des algorithmes de traitement des données qui permettent d'extraire de plus en plus de molécules différentes. Et à ce jour, ils en extraient 70. Donc, même si c'est un vieux satellite, même si c'est pas de la technologie super récente, juste l'amélioration des algorithmes nous permet encore de valoriser ces données-là et d'en extraire de plus en plus d'informations. Donc, je vais passer rapidement parce que je vois que mon temps s'écoule. À droite, on a 2 satellites qui sont dédiés plutôt à l'observation de la surface. La mission de constellation RadarSat, c'est vraiment une mission phare de l'Agence spatiale canadienne, qui n'est pas nécessairement dédiée à la science en tant que telle, qui est utilisée aussi pour des points de vue de sécurité, mais qui fournit énormément de données sur la glace de mer. Et j'ai utilisé ces données donc, pour assimiler les vents marins dans les modèles de prévision météorologique. Donc, il y a plein d'applications à nos super satellites. Et je prends la dernière minute qui me reste pour vous parler d'une mission future sur laquelle je travaille et qui me tient beaucoup à cœur. C'est la mission AOS de la NASA. AOS veut dire Atmospheric Observing Science, qui s'intéresse aux événements météorologiques extrêmes, aux précipitations, aux tempêtes, aux aérosols, à la vapeur d'eau dans l'atmosphère et aux aérosols. Donc, toutes des composantes qui sont très importantes pour le climat.
La contribution canadienne que vous voyez sur cette image de synthèse, constitue un satellite en entier qui contiendra 2 instruments, ainsi qu'un instrument canadien qui sera sur un satellite de la NASA. Tous les deux seront en orbite polaire, mais vous voyez là qu'il y a plusieurs partenaires internationaux et tous ces instruments vont agir en synergie pour fournir des données scientifiques qui n'ont jamais été vues auparavant. Je vous mets ici une infographie francophone. Donc, je vois que je manque de temps, mais je vous invite à visiter le site de l'Agence spatiale canadienne si ça vous intéresse ou de me poser des questions sur ces 3 instruments et sur la mission à venir, qui est le nom francophone. Le nom anglophone est HAWC, donc sur laquelle on travaille présentement et dont le lancement est prévu en 2033, qui devrait vraiment changer la donne pour ce qui est des prévisions du climat, en particulier la contribution des nuages et des aérosols à cet équilibre énergétique dans l'atmosphère de la Terre. Donc, en résumé, le point que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que la compréhension des changements climatiques est vraiment à la base nécessaire pour prendre action et que l'observation par satellite nous fournit des données précieuses pour les scientifiques et pour les décideurs, pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi pour faire de nouvelles prévisions sur ce que le futur nous réserve. Donc, sur ce, je vous remercie et je vais répondre à vos questions à la fin. Merci, Cassandra. C'est vraiment fascinant ce que tu as partagé avec nous, puis ben, ça me touche personnellement parce que justement, je me disais, je suis en train de travailler sur un chapitre où je fais de la modélisation de la productivité des laminaires dans l'Arctique canadien et j'utilise les données satellitaires de MODIS pour aller chercher, moi, toutes les informations environnementales dont j'ai besoin dans l'Arctique. Donc, je vais aller chercher, moi, les données de glace, les données de nutriments qui sont dans l'eau, les données de courantologie. Donc, c'est ce que vous allez chercher avec ces missions spatiales-là. Ça nous est utile là, à tous les niveaux en ce moment pour nos modèles scientifiques. Donc, je te remercie, Cassandra. Maintenant, on va passer à notre prochaine présentatrice, Alexandra. Donc, je vais vous présenter brièvement Alexandra, qui est une scientifique passionnée qui adore expliquer la science du climat avec, c'est son travail, donc, qui est vulgarisatrice scientifique. Donc, Alexandra est titulaire de doctorat en chimie verte. J'espère que tu vas nous expliquer ce que c'est, qui a passé plus de 10 ans à explorer des solutions pour un monde durable. Donc, aujourd'hui, elle va partager avec nous des concepts plus complexes pour les jeunes puis les moins jeunes pour transformer des données scientifiques en histoires captivantes. Donc, Alexandra a travaillé avec des musées, des communautés autochtones, des scientifiques pour rendre la science accessible, plus facilement accessible à tous. Donc, maintenant, Alexandra soutient l'action climatique au niveau du gouvernement provincial du Québec. Elle croit qu'on peut fournir un futur plus vert, une idée à la fois. Donc, merci. C'est à toi, Alexandra. Allô tout le monde, j'avoue qu'aujourd'hui je pensais pas parler de chimie, je voulais parler d'éoliennes et de voitures électriques, mais on pourra parler de chimie aussi brièvement si ça vous tente. On dirait que j'ai étudié en chimie puis pas travaillé en chimie par après, fait que ça montre comme quoi les sciences, on peut apprendre dans un domaine puis travailler dans un autre. C'est plein de compétences qu'on appelle transversales là, qui peuvent être utiles pour autre chose. Fait que mon background de chimie n'est pas ce que j'utilise à tous les jours, mais mon passé puis mes connaissances de scientifique et mes méthodes scientifiques, ça, elles sont cruciales dans tous les postes que j'ai eus depuis. Euh, Puis je voulais faire du pouce pour suivre qu'est-ce que Cassandra disait sur les données qui collecte avec tout ce qu'elle vient de nous parler et plus encore, mais comme quoi c'était super utile pour pouvoir prendre des décisions, pour que des décideurs et autres. Puis moi, c'est vraiment, ça va être la suite un petit peu de ça. On ne s'est pas tellement coordonné, mais ça fit super bien, au sens que oui, les données sont cruciales pour prendre des bonnes décisions informées, donc avec des preuves. Mais avant, il faut savoir qu'il y a un problème aussi. Fait que je comprends que de leur bord à eux, c'est récupérer plein de données pour pouvoir voir qu'il y a des problèmes, mais après, il va falloir le communiquer à d'autres pour comprendre qu'il y a un enjeu, puis qu'en tant que société, tous individuellement et en tant que groupe également, on peut agir. Pour ça que j'avais appelé ma présentation l'éducation, la première étape de l'action climatique, parce que si on ne sait pas qu'il n'y a pas de problème, on n'ira pas le résoudre. Fait qu'il faut déjà commencer par embarquer le monde avec toi pour pouvoir faire de quoi ensemble. C'est un petit peu ça ma présentation. Si je vous la résume en une seule phrase, c'était ça. J'ai vendu ma punchline dès le début, mais comme ça, on est clair. Fait que ça prend des données, mais aussi ça prend du monde qui est au courant qu'il y a un problème. Fait que, comme
on vient de le mentionner rapidement, je travaille au ministère de l'Environnement du Québec auprès d'un comité qui est composé d'experts scientifiques indépendants qui conseillent le ministre. Fait que je suis un petit peu dans la craque de tout, là, c'est vraiment spécial comme poste, mais j'aime vraiment ça d'être à l'interface entre la science, les communications et l'action politique. Et l'action climatique, évidemment, vu que c'est le sujet du jour. Fait que, effectivement, vous avez sûrement déjà des idées un petit peu à quoi ça ressemble un gouvernement. Il y a du monde qui est élu, donc ils font de la politique. Ça, on les voit souvent à la télé, etc. Là. Mais il y a aussi tout le monde qui est dans des bureaux. L'administration publique et le personnel de l'État, puis ça prend les deux pour faire qu'un État, un pays, n'importe quel niveau de gouvernement avance. Ça prend du monde élu, puis ça, qui a des missions politiques, etc., puis du monde dans les bureaux qui fait la job à longueur d'année pour leur carrière. Concrètement, là, si je résume ça très brièvement. Puis, entre les deux, généralement, comment ça marche, quand t'es pas dedans, c'est pas super clair. Puis moi, je travaille pile à la limite des deux. Fait que ça, plus de la science, plus des communications, c'est vraiment un gros bazar à tous les jours, mais c'est ça que je trouve ça super intéressant et pertinent, parce que justement, il y a de quoi faire. Il y a plein de monde qui vont arriver à coordonner pour faire de quoi ensemble, de plus gros et de plus d'impact. Fait que j'adore ça, mais c'est un sacré gros bazar. Puis si on recule un petit peu dans le passé pour avoir une idée de comment je me suis rendue là, je vais faire brièvement un petit peu mon chemin. Là. Fait que comme on l'a dit tantôt, j'ai étudié en chimie, puis totalement en chimie verte pour mon doctorat. Donc c'était trouver des solutions plus vertes, plus durables, moins pires pour l'environnement. C'est jamais parfait, mais on essayait de réduire les impacts environnementaux de procédés chimiques qui sont déjà super connus et super utilisés, mais qui ont des gros coûts environnementaux, au sens des gros impacts environnementaux. Fait qu'on a cherché des solutions pour que ce soit moins pire. Pas parfait, moins pire, c'est déjà une première étape, on aime ça. Fait que c'était mon doctorat en chimie verte que j'ai fini il y a quelques années. Puis pendant mon doctorat, j'ai fait tout ce que étudiant en doctorat fait, des expériences, des conférences, voyagé pas mal, fait plusieurs universités à travers le monde pour apprendre de différentes méthodes en chimie. Puis surtout, j'ai fait beaucoup de communication scientifique. J'adorais parler de science avec tout le monde qui voulait l'entendre à la télé, à la radio, dans des musées, dans des bars. Écoutez, TikTok, balado, j'ai tout fait. Puis c'était vraiment ça ma vraie passion. C'était parler des nouvelles découvertes avec du monde dans n'importe quel contexte. Pour ça que finalement, pour ma carrière, je me suis orientée à cette interface, à cette limite, à cette frontière un peu nébuleuse et très floue et beaucoup d'embûches, mais beaucoup de plaisir aussi entre du coup la recherche scientifique et les communications. Parce que avec mon passé de chercheuse, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème de comment on utilise les connaissances. On crée tellement de nouvelles choses qui finissent par prendre la poussière quelque part puis qu'on n'utilise jamais. Fait que ma grande frustration en tant que chercheuse, elle a commencé comme ça pendant mes études. Puis pour ma carrière, je me suis dit, moi, je vais prendre la science que les autres font, que je sais qui est super utile, puis je veux qu'on en fasse de quoi. Et finalement, je me suis tournée un peu plus dans le domaine des énergies renouvelables. Fait que les solaires derrière moi, ils sont installés dans une pourvoirie pas très loin d'ici, en Gaspésie. Mais au début, ma première job, c'était ça, mon laboratoire. Je passais d'un sous-sol au centre-ville de Montréal à faire des affaires avec des éprouvettes, des pipettes et plein de liquides de différentes couleurs, à un laboratoire avec vue sur la mer et des éoliennes, des mâts météo, etc. Fait que ça a été un petit changement, là, passer de molécules, d'atomes, etc., à des pales d'éoliennes. C'est pas la même échelle. Hein. Fait que, une fois encore, le but était d'être plus vert, d'être faire moins pire pour la planète. Une fois encore, jamais rien n'est parfait, mais on essaie d'aller vers l'avant, de faire mieux, de progresser en tant que société. Fait que les éoliennes, puis bah, les panneaux solaires, c'était beaucoup ça. On a aussi parlé beaucoup de batteries à l'époque, d'hydrogène, si ça vous parle. C'était mes sujets de prédilection à l'époque. Puis ça m'a amené à faire beaucoup de projets super stimulants avec des partenaires autochtones, des jeunes, des moins jeunes, dans différents coins du Québec et ailleurs. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis j'ai eu différents jobs qui étaient toujours liés à prendre la science, la recherche développe, puis faire de quoi sur le terrain pour vrai. Pas que ça soit juste des connaissances scientifiques, des tableaux, plein de chiffres, mais qu'on fasse des vrais projets sur le terrain. Puis ça s'est notamment matérialisé avec les énergies renouvelables, donc l'éolien et le solaire, mais pas que. Fait que, plein d'affaires. Un des exemples qui plaira à notre animatrice qui parlait tant du Nord tantôt, c'est partir au Nunavik pour des projets sur les changements climatiques. Fait que là, on est à bord de l'Amundsen, qui est un navire de recherche canadien, et là, on est au large du Labrador, où on voit juste pas de terre pendant des jours. Mais plus d'équipements qui sont en avant, là, on pouvait faire plein de mesures. On a ramassé pas mal d'algues, justement, mais pas que. C'était un des projets aussi que j'ai participé récemment. Puis c'est ça, une fois encore, j'amène de la science avec moi
partout, puis de la communication, puis trouver des moyens de vulgariser ça et que ce soit accessible pour d'autres personnes. Fait que là, c'est un exemple. J'écris pour le magazine Curium, par exemple, que vous connaissez peut-être. C'est destiné aux jeunes de votre âge, il me semble. Mais ça reste à moi avec une étoile de mer. Fait comme quoi, la chimie, ça ouvre beaucoup de portes aussi. Je ne pensais jamais m'envoyer sur un navire pour faire de la science, alors que j'étais chimiste dans un laboratoire avec un sarrau blanc, puis finalement, des bottes de pluie, puis on est parti dans le nord faire un autre projet. Fait que c'était pour vous donner une idée un petit peu des différentes styles de projets et variétés qui m'ont mené après mon background en sciences. Puis c'est toujours été lié au climat, ça a toujours été la même chose. C'est on a des connaissances scientifiques, comment pouvons-nous les appliquer? Fait que si maintenant on retourne de nos jours un peu plus à qu'est-ce que je fais aujourd'hui présentement, comme je disais, je travaille à l'interface de la politique et de l'administration publique, donc des gouvernements, puis tout ce monde-là, comment on peut faire qu'ils avancent ensemble pour agir pour le climat? C'est une sacrée grosse question, mes collègues et moi, on n'a pas une réponse parfaite à vous donner. Il y a mille et une façons, dès qu'il marche pas, dès qu'il marcherait mieux, qu'on n'arrive pas à implémenter. En tout cas, c'est semé de beaucoup d'embûches, mais c'est là-dedans que j'évolue. Puis pour vous donner un exemple, on va pouvoir s'interroger ensemble là-dessus, c'est comment est-ce qu'un gouvernement pourrait encourager l'utilisation de véhicules électriques. Donc ceux qui ne sont pas à essence, en fond, tu sais. Comment on fait ça? Comment en tant que gouvernement, tu peux encourager ça? Sûrement que j'ai jamais posé la question, puis je le comprends, puis je me la posais pas moi-même avant d'avoir ce poste au ministère de l'Environnement. Puis tu sais, oui, on s'entend que le mieux, ça serait le transport actif. Hein? Mais des fois, tu peux pas. Il n'y a pas de métro, il fait trop fort pour faire du vélo, c'est trop loin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, le genre de question qu'on se pose avec mes collègues, c'est comment faire changer le comportement des usagers? Quand tu es habitué à prendre ton auto à tous les jours, comment tu fais changer les gens pour que dans leur tête, ils commencent à penser à aller prendre le métro? Ou alors ils commencent à penser à changer d'auto quand la leur est rendue trop vieille, puis que quand ils vont en acheter une nouvelle, ils vont l'acheter une qui est électrique. Mais là, il faut que chez toi, tu mettes de quoi pour pouvoir la recharger. C'est comme toutes ces questions-là, comment en tant que gouvernement, on pourrait faciliter ces choses-là pour que les usagers embarquent avec toi dans ce processus-là? Parce que dire, moi je suis le gouvernement, puis je veux que tout le monde ait des autos électriques, ouais, il se passe rien. Ça marche pas de même. Là. Il faut qu'il y ait de l'aide du gouvernement. Fait que toute une économie est à bâtir autour. Fait qu'on se demande comment on peut encourager cette nouvelle économie. La construction de voitures électriques, ça prend des batteries. Comment les produits chimiques qui sont dans ces batteries-là peuvent être construits au Canada, etc. C'est vraiment créer ce qu'on appelle une chaîne de valeur, puis aussi que les comportements des usagers aillent dans la bonne direction. Puis c'est que tous ensemble, on va pouvoir enfin faire de quoi. Fait que finalement, si je résume mon emploi en ce moment au ministère de l'Environnement, c'est de me demander quels sont les freins, donc qu'est-ce qui ralentit, mais aussi les leviers, qu'est-ce qui pourrait accélérer l'adoption de nouvelles pratiques qui sont plus favorables pour la planète. Les véhicules électriques, c'est un des exemples, mais les énergies éoliennes, ça l'est aussi. Puis il y a une multitude de choses qui existent, qu'on sait selon la science que ça marche, qu'on a les moyens de le faire, mais ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ça prend du monde qui met de l'argent, ça prend du monde qui va aussi avoir des collaborations qui sont fructueuses avec différents partenaires pour pouvoir déployer les projets sur le sol. C'est pas un chercheur universitaire qui va aller monter une éolienne quelque part dans le monde. Je veux dire, c'est un chercheur, ça cherche. Ça fait pas des projets sur le terrain, tu sais, je veux dire, sauf exception, là. Mais des fois, ça prend des lois, ça prend des règlements aussi, surtout, ça prend de l'éducation. Si le monde ne sait pas que ça existe comme solution, on ne pourra pas les implémenter. Si je te dis pas que ça existe une voiture électrique, tu penseras jamais à en acheter une. Fait que pour résumer, oui, il y a ces deux acteurs-là qui sont indispensables pour faire changer les choses, mais tu sais, ça prend aussi les entreprises, ça prend la société au complet, puis le système d'éducation qui embarque pour que tous ensemble, on puisse faire de quoi? C'est un défi tellement immense, les changements climatiques à l'échelle de la planète, mais il faut tous qu'on s'aide ensemble, faut qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse réussir. Fait que l'élément fondamental pour moi, c'est savoir qu'il faut, puis qu'on peut agir. Parce que si tu sais qu'il y a un problème, tu sais pas quelle est la solution, c'est aussi plus difficile. Pour ça, je vous dis que l'éducation, pour moi, est la première étape de l'action climatique. Et c'est pour ça que je suis engagée auprès de beaucoup de jeunes. Là, c'est un camp de jour à Gaspé, où j'habite, où on a pu s'amuser avec des éoliennes, là, je veux dire, pour qu'ils comprennent comment ça marche. J'avais aussi des panneaux solaires. Je fais beaucoup d'ateliers dans différentes écoles et autres pour sensibiliser au fait qu'il y a un enjeu climatique et que nous, en tant que société, même les plus jeunes, peuvent contribuer à aider. Fait que je finis là-dessus et je vous pose une question. Puis toi, que souhaites-tu pour un futur vert et une planète en santé?
et j'aurais très hâte de répondre à vos différentes questions par la suite. Merci, Alexandra. Écoute, ce que tu fais, c'est extrêmement inspirant. J'aurais bien aimé avoir un travail similaire éventuellement. On pourra se parler. Je vais d'abord revenir sur tes interventions dans les écoles, tout ça, puis juste rappeler à quel point tout ce travail-là de vulgarisation est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on ouvre les esprits à un futur différent. Puis c'est pas à des vieilles crêtes du gouvernement américain qu'on va réussir à passer le message. Je pense qu'il est trop tard. Je pense que la génération qui grandit en ce moment, elle va avoir une vision pas mal différente de la planète puis de son fonctionnement, puis va savoir mieux, disons, réagir à ce genre de problème-là. Puis là, je voulais juste revenir aussi, tu disais, oh, les chercheurs, ça cherche. Oui, c'est vrai, mais aussi on peut s'impliquer. Donc, juste pour le petit message, donc, je fais partie un groupe de chercheurs, mais qui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut restaurer les habitats côtiers à travers le monde. Donc, dans chaque institut de recherche aux quatre coins de la planète, on teste des méthodes pour refaire pousser des kelps, de voir comment est-ce que le fait de refaire pousser des laminaires dans les milieux côtiers, ça fait revenir la biodiversité, puis c'est quoi les techniques qu'on emploie pour y arriver. Puis là, justement, en partageant nos connaissances, on arrive à avoir vraiment des solutions plus concrètes pour dire, ben voilà, on a trouvé comment on fait pour rétablir nos forêts de kelp ici de manière efficace. Donc voilà, ça peut quand même mener à des solutions concrètes. Sur ça, je voudrais présenter notre prochaine présentatrice. Donc, Louise Hainaut-Itier. Donc, Louise, c'est une écologiste qui est passionnée par les solutions naturelles pour protéger notre planète. Donc, elle travaille sur des idées qui sont inspirées de la nature pour aider à lutter contre les changements climatiques, dont l'agriculture durable et le fait de promouvoir l'utilisation des insectes pour recycler des matières organiques. Donc, Louise est professeure associée à l'Institut national de la recherche scientifique, pardon, donc l'INRS, et elle a dirigé le Centre Eau, Terre, Environnement de 2021 à 2024. Elle fait aussi partie du comité canadien qui a été à créer la première norme internationale sur la biodiversité. Donc, j'espère que tu vas nous en parler. C'est pas tout. Donc, Louise est aussi cofondatrice de Tricycle, qui est une ferme urbaine qui utilise des insectes pour recycler les sous-produits agroalimentaires et en refaire de la nourriture. Donc, Louise, on a hâte d'entendre ta présentation. Ah, Bonjour voilà, tout le tout se passe monde. bien. Désolée, il y a quelques étapes avant de s'y rendre. Donc, merci beaucoup pour l'accueil. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis tombée en amour avec les sciences quand j'étais jeune, hein. Je rêvais d'avoir un laboratoire quand j'avais 5 ans. Puis finalement, ben, j'en ai eu un. Donc, c'est signe qu'on peut y arriver. C'est pas tout le monde à qui ça arrive là, déjà dans l'enfance de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais moi, c'était mon cas. Donc, ben, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réduction de l'impact environnemental et du gaspillage alimentaire grâce aux insectes. Donc, au Canada, on a énormément de gaspillage alimentaire, malheureusement. Regardez ce qui sort de ce camion-là. Il y a des oranges qui sont tellement belles, des bananes qui sont tellement fraîches, qui sont même pas poquées qu'on pourrait aller manger directement ce qui sort du camion de vidange. Et malheureusement, ben, à l'échelle canadienne, ça fait énormément de gaspillage et de gaz à effet de serre parce que produire tous ces aliments-là, ben, ça émet des gaz à effet de serre, les enfouir aussi, les traiter. Puis, il y a des études qui nous démontrent que malheureusement, c'est 41% des aliments au Québec qui sont perdus ou gaspillés, donc c'est gigantesque. Alors, pour changer les choses, je m'intéresse à l'agriculture urbaine. Euh, Oui, Excuse-moi, Louise, c'est pas le bon écran que tu ah partages. On voit tes notes de non! présentation. Ça marchait tout à l'heure, puis là, ça marche pas. Euh, Attends, je vais recommencer. C'est bien plate, ça doit pas être joli, hein? Merci de me l'avoir dit. Ça va être mieux comme ça. Merci beaucoup de m'avoir averti.
Alors, pour réussir à lutter contre le gaspillage alimentaire, ben, je m'intéresse à l'agriculture urbaine et aussi à l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économie circulaire? Ça veut dire au lieu de considérer des déchets organiques comme un résidu avec quoi on ne peut pas faire grand-chose, c'est comment le garder dans une boucle pour le valoriser, le réutiliser, puis peut-être refaire des nouveaux aliments avec. Alors, on le sait, depuis quelques années, on a quand même pris un tournant pour mieux gérer nos déchets organiques. Donc, au lieu de les envoyer à l'enfouissement ou à l'incinération, on a commencé à faire du compostage, on a commencé à faire aussi de la biométhanisation. Ça nous permet de faire du gaz naturel renouvelable avec nos résidus alimentaires. C'est ça qui se passe dans la ville de Québec, la biométhanisation, puis dans plein de villes au Québec, on a aussi le compostage partout à travers le Canada. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est la nature. Et dans la nature, eh bien, les déchets, ils existent tout simplement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une myriade d'organismes vivants qui sont chargés par Mère Nature pour en prendre soin. Donc, ça peut être des bactéries, des champignons microscopiques, ça peut être des invertébrés, comme des vers de terre. Puis, il y a aussi des super prédateurs là-dedans qui peuvent venir manger d'autres organismes vivants qui ont déjà mangé les déchets avant eux. Donc, c'est toute une chaîne alimentaire qui aide à gérer les matières résiduelles. Et celui qui me passionne vraiment, c'est le ténébrion meunier que vous voyez ici. Donc, à gauche, c'est l'adulte qui se reproduit pour faire d'autres bébés et à droite, c'est sa larve très gourmande qui va grandir très rapidement et qui peut manger toutes sortes de résidus organiques. Et en fait, cette larve-là, ben, c'est celle-là qu'on va manger à la fin quand elle va venir bien grosse et dodue. Alors, moi, mon métier, c'est celui d'une scientifique et dans l'entreprise que j'ai cofondée chez Tricycle, ben, on fait plein d'études qui nous permettent de voir qu'est-ce que les ténébrions, ils aiment manger. Donc, si on regarde un peu plus près, on peut prendre des résidus de pulpe de carottes, c'est ce que vous voyez en orangé. On peut prendre des résidus de drèche de brasserie. Donc, ça, c'est ce qui reste derrière après qu'on ait fabriqué la bière avec les grains. C'est ce que vous voyez tout en haut à droite. Et on va donner ça à manger à des petits bébés ténébrions qui vont grandir, qui vont se métamorphoser, devenir des adultes. Mais là, je vous montre des ingrédients qui sont secs parce que les ténébrions, ils vivent dans une diète sèche, mais ils ont besoin d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne de la délicieuse giblotte et ça, c'est vraiment ce dont ils raffolent. C'est quand on va transformer les résidus de fruits et légumes ou les autres résidus humides en une genre de purée qui leur amène non seulement de l'eau, mais aussi des vitamines et des minéraux. Et pour arriver à faire leur litière, la diète de grains qu'ils mangent, dans laquelle ils vont grandir, ben, on prend toutes sortes d'instruments pour broyer la matière, la tamiser et en faire un petit nid douillet dans lequel ils vont grandir. J'aime beaucoup faire des expériences. Donc, dans nos expériences, on va savoir exactement quel type d'aliments secs on met, quel type d'aliments humides on rajoute et on va suivre l'évolution de ça à travers le temps en pesant les larves, en les mesurant, en les faisant grandir. Et c'est comme ça qu'est né Tricycle, en fait. Moi, j'avais fait un stage postdoctoral à l'Université Laval, puis je testais toutes sortes de recettes. Puis un jour, je me suis dit, mais je veux le tester en conditions réelles. Donc, on a parti une ferme, puis je vous présente mon mari, Alexis, qui dirige actuellement cette ferme-là. Et au début, ben, c'était une ferme laboratoire. On avait à peu près 1000 bacs dans lesquels il y avait à peu près 10 000 insectes chacun qui grandissaient dans une surface d'environ 1000 pieds carrés. Et maintenant, la ferme actuelle, on l'appelle une ferme pilote. Donc, elle a des bacs beaucoup plus grands. La ferme, elle est beaucoup plus spacieuse. Et là, vous voyez, cette ferme-là, ça ressemble pas aux fermes conventionnelles. C'est quasiment comme un laboratoire. Et tous nos petits insectes, ils se tiennent sagement à l'intérieur des bacs. Si on y regarde d'un peu plus près, en fait, on voit les larves, quand elles deviennent grosses et dodues, elles vont éventuellement se métamorphoser en nymphes. Donc, la nymphe, c'est celui qui a l'air d'un petit extraterrestre tout au centre de l'image. C'est un peu comme la chrysalide du papillon. Tu sais, on a une chenille qui devient une chrysalide, ensuite un papillon. Ben, dans notre cas, on a une larve qui devient une nymphe, qui va devenir un adulte, le gros ténébrion noir que vous avez vu. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que notre nymphe, elle est un petit peu plus large que longue. Donc, on va les séparer par tamisage. Alors, sur la droite, l'instrument que vous voyez, il y a des barreaux qui sont rapprochés exactement de la bonne largeur pour que les nymphes restent sur le dessus, les larves tombent au fond et encore plus bas, il y a les résidus, le fumier des insectes qui va être récolté. Donc, nos larves, on va les transformer en protéines. Regardez ici, c'est des larves de ténébrions qui sont broyées. C'est 67% de protéines. C'est énorme. Si vous mettez ça dans un, un shake au déjeuner, ça va vous soutenir toute l'avant-midi. Donc, c'est très, très riche en protéines et c'est délicieux. Ça a un goût de noisette, en fait. Puis on peut faire plein de sortes de recettes. Si vous voyez mon fils
qui est avec Bob le chef, pour ceux qui connaissent. Puis ils avaient développé une recette de biscuits délicieux aux pépites de chocolat, mais enrichis de protéines. Comme quoi, manger un biscuit, c'est quasiment comme manger un steak finalement. Et qu'est-ce qui nous reste derrière? Ben, c'est du fumier. Et ce fumier-là, il est particulier. En fait, on dirait le sable blond d'une plage dorée où est-ce qu'on voudrait aller se coucher avant de se baigner dans la mer. Mais non, faites pas ça. C'est quand même du fumier. Mais ce fumier-là, il sent pas mauvais. Ça sent les céréales. C'est vraiment pas comme un fumier de vache. Et ce fumier-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, c'est fertiliser les plantes. Donc, vous voyez ici une belle grosse pomme de laitue qui a poussé avec du fumier de ténébrion. Et cette pomme de laitue-là, ben, elle est très, très en santé. Vous voyez comment elle est verte foncée. Ça veut dire qu'elle a produit beaucoup de chlorophylle parce qu'elle était très bien nourrie et très bien en santé. Mais justement, pour comprendre c'est quoi l'effet de ce fumier-là sur les plantes, on fait plein d'expériences scientifiques. Regardez ici, on a des plants de maïs qui ont poussé tout à gauche dans ce qu'on appelle le frasse, le fumier de ténébrion. Ensuite, au centre, c'est dans le fumier de poule. Et finalement, à droite, c'était simplement dans du compost. Alors, vous voyez bien qu'avec le fumier de ténébrion, on a vraiment une meilleure productivité que si on avait seulement mis du compost dans nos bacs. Et ça, c'est pas seulement à cause de la quantité d'azote, disons, de nourriture pour les plantes qu'il y a dans notre fertilisant. Ça peut aussi être à cause des micro-organismes qui sont présents dans les aliments. Donc, dans les aliments, il y a des bactéries, des levures, puis des fois, ils vont entraîner la pourriture des aliments ou des choses comme ça. Si on les donne à manger aux insectes, bien, c'est toute une autre flore de micro-organismes qui va coloniser le système digestif des insectes, un peu comme nous, on le sait qu'il y a des micro-organismes souvent bénéfiques qui habitent dans notre système digestif. Et ces micro-organismes-là, bien, ils se retrouvent dans le fumier d'insectes, donc ils peuvent influencer la santé des plantes par après. Ça pourrait peut-être même nous aider à réduire notre consommation de pesticides. Donc, la suite des choses pour nous, on a développé un projet de recherche qui est financé par Génome Canada qui s'appelle Les sciences omiques pour boucler la boucle. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des résidus agroalimentaires propres et traçables, comme la drèche de brasserie, comme la pulpe de jus de fruits et légumes après qu'on ait pressé les fruits et légumes pour faire du jus, ou des résidus de boulangerie, par exemple. Imaginez dans une boulangerie qui fabrique sa propre farine, il reste des résidus de grains derrière. Nous, on donne tout ça aux insectes. Et là, on étudie les micro-organismes dans les aliments et à l'aide des sciences omiques, donc de la génomique. Et on étudie les micro-organismes qui sont présents dans le système digestif des ténébrions et dans leur fumier et quel impact ça a si on essaie de faire pousser des plantes avec. Est-ce qu'on est capable d'avoir des plantes plus en santé? Donc, c'était le projet Les sciences omiques pour boucler la boucle qui est co-dirigé par l'INRS avec l'Université de Montréal. Tricycle est un des nombreux partenaires dans ce projet-là et c'est un projet pour lequel on remercie le financement de Génome Canada et de Génome Québec. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Louis, c'était absolument fascinant. Donc, j'ai malheureusement pas rencontré les ténébrions pendant mon bac en bio. Je suis bien triste de ça. Je pense que ça m'aurait accroché. Puis je pense en tout cas, moi, je serais prête à y goûter. Je sais pas qui dans l'audience oserait goûter au biscuit, mais moi, franchement, ça me parlait. Donc, merci pour ça. Donc, on va passer maintenant à la portion questions de on va ouvrir la table ronde, en fait. Donc, on va utiliser les questions que vous nous avez posées tout au long des présentations. Je vais inviter les panélistes à ouvrir leur caméra et leur micro. Puis on va commencer tout de suite avec une première question qui nous vient donc de l'audience. Donc, c'est une question pour toi, Louise. Quelle est la place des insectes dans l'alimentation présente et future des humains en lien avec les changements climatiques? Donc là, c'est peut-être juste d'aller un tout petit peu plus large là, dans tes connaissances. Merci. Bien, merci. Tu as dit tout à l'heure que toi, tu oserais essayer les insectes. Ben, on a fait des études qui démontrent qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui oseraient essayer les insectes parce que souvent, on va les présenter comme une protéine durable, qui a une empreinte carbone moindre. Puis justement, on vient de publier une analyse de cycle de vie qui quantifie les émissions équivalentes là, de CO2, donc un gaz à effet de serre, qui sont issues de la production des insectes. Donc, si on produit des insectes au lieu de faire du compost, au lieu d'enfouir les matières organiques, on a réalisé en fait qu'on sauve beaucoup, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre avec nos insectes, surtout parce qu'on peut remplacer des protéines moins durables comme le bœuf, ou on peut remplacer des fertilisants qui ont vraiment un fort impact sur le climat.
Donc, la place des insectes, ben, ça va être la place que les gens vont vouloir y faire. C'est sûr qu'il y a un rapport de l'ONU, l'organisation, la FAO, là, l'organisation de l'ONU qui s'occupe de l'alimentation, qui promouvoit les insectes comme une des solutions pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation, mais il ne faut pas se mettre à penser que les gouvernements vont nous forcer à manger des insectes, puis on va essayer de cacher ça partout dans notre alimentation, loin de là. Et les gens qui vont vouloir faire la transition, ils la feront. D'ailleurs, on mange des insectes dans le trois quarts des pays du monde. C'est pas mal juste en Amérique du Nord, il y en a beaucoup au Mexique qui en mangent. Il y en avait beaucoup aussi parmi les peuples autochtones qui en mangeaient, au Canada même, avant qu'on arrive. Donc, c'est possible qu'il y en ait beaucoup de gens qui aient envie de transitionner. Ça se peut qu'il y en ait qui n'aient jamais envie, puis c'est pas plus grave que ça. Moi, je pense que ça prendra la place que ça pourra prendre, puis plus on va en consommer, moindre notre empreinte carbone sera pour l'alimentation. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer à ce niveau-là. J'en reviens pas de tout ce que ça peut consommer, puis aussi de ce que ça laisse. Tu parlais là, de leur défécation, puis le produit de leur défécation, à quel point ça a l'air propre. Je sais pas si tu as vu le film d'Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent, mais c'est tout ce concept-là de la nature qui va justement filtrer les polluants humains, puis les remettre à un état initial pur. Donc, ça rappelait beaucoup ce concept-là. C'était vraiment beau à voir. Donc, pour donner aussi d'autres questions de l'audience, donc j'ai une question aussi qui est pour Cassandra. Quelqu'un se demande quel est le lien entre l'ozone stratosphérique et les changements climatiques? Question Ouais, technique. oui, c'est une super bonne question parce que on a souvent tendance à présenter les deux enjeux séparément. Puis c'est vrai que le lien direct de l'ozone sur les changements climatiques est pas nécessairement, va pas influencer le budget énergétique nécessairement de la Terre. Mais par contre, euh, la composition atmosphérique, donc incluant l'ozone, va avoir une influence sur la dynamique dans l'atmosphère. Donc, l'ozone va absorber les rayons ultraviolets, donc va se réchauffer localement. Et ces gradients de température-là vont vraiment générer des patrons là, de déplacement dans l'atmosphère qui vont changer. Et ça va avoir des conséquences sur la météo. Ça va avoir des conséquences. Et la météo, mais si on change la météo sur assez longtemps, ben, le climat, c'est une moyenne de 30 ans sur les patrons météorologiques. Donc, si on change la circulation à grande échelle dans l'atmosphère, ça va changer le climat, par exemple, à Montréal, où on peut avoir plus ou moins de précipitations, on peut avoir plus de neige à un endroit et moins. Donc, ça va avoir une influence un peu indirecte, si on veut, sur le fameux bilan énergétique, donc sur le réchauffement climatique. Donc, voilà, la réponse courte. Merci de ta réponse. C'était très, très bien formulé. J'ai une question pour Alexandra maintenant. Comment on peut mieux former les enseignants à parler, j'imagine que c'est d'une prof ou d'un prof, à parler de changement climatique en classe? On t'entend pas, Alexandra. Faudrait que tu ouvres ton micro. Ouais, tantôt, je l'ai vu arriver, puis je me suis dit qu'elle allait pas être facile, celle-ci. C'est une excellente question, puis je pense que ça prend, comme tout, des changements profonds de tout le monde. Et c'est ça, comment tu arrives à trouver le bon levier au bon moment, au bon endroit. Mais de ce que je sais, il y a plein de formations comme supplémentaires pour les profs les enseignants qui sont déjà à l'emploi. Mais je sais que moi, je me fais contacter par des professeurs qui, en ce moment, enseignent à des futurs enseignants. Puis dans leurs cours, maintenant, il y a des options. Et que ça commence à se faire, là, mais comme tout, ça va prendre des petits pas en avant, puis ça fait effet boule de neige, puis ça va grandir, là. Fait que ça dépend vraiment du contexte, puis où vous êtes, à quel niveau de carrière vous êtes rendu, mais comme il y a tout le monde qui peut apprendre de tout le monde à chaque jour. C'est ça la réponse un petit peu. On a tous à apprendre, puis j'ai encore appris aujourd'hui en écoutant les différentes présentations. On va tous continuer à apprendre, puis apprendre notre mieux, puis à force, on va être assez, puis ça va commencer à faire une boule de neige, puis on embarque tous ensemble. Ça marche pour les enseignants et enseignantes et les autres. Tous les emplois vont devoir y passer. On a tous des choses à apprendre et à faire mieux. Absolument. Puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alexandra, mais moi, quand je vais faire des présentations aux écoles, je me dis toujours, je ne vais pas éviter la complexité pour rendre les choses trop simples. Je vais leur présenter le problème dans sa version la plus complète, scientifiquement parlant. Je vais regarder la tête que les étudiants font, puis je vais essayer de vulgariser au maximum après, mais
j'ai l'impression que leur présenter la complexité telle qu'elle est, ça stimule les esprits à mieux comprendre et à s'investir plutôt que de trop simplifier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oh oui, mais complètement. C'est sûr qu'à un moment donné, ce que j'aime, c'est surtout éveiller l'esprit critique du monde. C'est que eux-mêmes prennent les décisions parce que moi, je connais des choses, mais clairement, j'ai de quoi apprendre. Puis on peut tous bonifier les idées des autres, là. Fait que si t'arrives avec de quoi les gens, c'est ça la réponse, ça marche pas. Moi, surtout qu'on ait tous en nous une petite graine scientifique, de curiosité, puis de vouloir faire mieux, puis de vouloir étayer des choses. C'est ça qui est le plus important. Puis moi, j'ai vu des élèves apprendre à leur enseignante de quoi c'est le changement climatique. Puis que moi, je vois, puis que eux, ils comme genre, ah ouais, je sais quoi. Puis là, ils rajoutent autre chose. Puis l'enseignant est comme genre, moi, je leur ai jamais dit ça. Je sais pas d'où ils savent ça. Fait que, clairement, on a tous à apprendre des autres, n'importe quel âge, puis n'importe le background qu'on a aussi, là. Si je peux. Absolument. Oui. Vas-y. Ou Louis, tu t'es ça a marché, puis plus Et oui, marché. ça marchait, puis je me suis mis sur mute. Je fais l'inverse. Si je peux me permettre un commentaire complémentaire pour ceux qui sont vraiment curieux et qui veulent en apprendre davantage sur les changements climatiques, il y a Réalité climatique Canada, qui est une organisation qui est jumelée là, avec Climate Reality aux États-Unis. Et c'est l'ancien vice-président Al Gore qui a fondé une organisation pour faire de la formation sur les changements climatiques. Et c'est absolument fantastique parce que l'inscription à ces formations-là, qui se passent 2 fois par année partout dans le monde, est gratuite. Mais si vous venez d'un pays du Nord comme nous, ben, il faut payer votre déplacement. Mais la formation, elle est gratuite, puis elle est vraiment bien faite, que vous soyez un élu, que vous soyez un artiste, que vous soyez un étudiant, que vous soyez un enseignant ou autre personne dans la société, vous pouvez participer à ces formations-là. Moi, je l'ai fait. Puis après ça, vous êtes vraiment outillés pour être des amplificateurs. Puis vous pouvez même aller former d'autres enseignants dans votre école après avec le programme qu'ils donnent. C'est vraiment super bien fait. Ils fournissent même après ça tout le matériel pédagogique qui vient avec. Donc, ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ça peut être une bonne chose. Merci pour le cue, Louise. On approche bientôt de la fin. Peut-être que j'ai le temps de une ou deux dernières questions. Louis, justement, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir réfléchir à comment on pourrait implémenter ce que tes recherches avec les insectes dans le milieu industriel? Ben oui, tout à fait. Fait que là, je vous ai présenté dans la photo euh, mes activités de laboratoire, puis après ça, notre petite ferme laboratoire, puis après ça, la ferme pilote qu'on a, mais justement, Tricyc est en phase d'expansion. Donc là, on a une grosse ferme qui est en démarrage. Donc ça, c'est une échelle industrielle. Au Québec aussi, on a une autre ferme qui s'appelle Antosystème. Et eux, ils élèvent pas de délicieux ténébrions meuniers, ils élèvent une autre sorte d'insecte qui est un petit peu moins joli pour les humains, mais c'est plus pour les animaux, mais ça s'appelle des mouches soldats noirs. Les larves, elles sont poilues, genre, c'est moins intéressant pour nous, mais les larves sont vraiment voraces, puis ils grandissent super vite. Puis ça, pour des applications industrielles, là, ça fonctionne vraiment super bien parce que ben, tu n'es pas obligé d'avoir des aliments propres et traçables comme les ténébrions qu'on veut donner à manger à des humains, là. Tu peux prendre vraiment des sous-produits qui sont déclassés, puis y aller par là. Donc, partout sur la planète, il y a des applications industrielles, des insectes qui commencent à émerger. Puis ensuite, c'est pas juste pour manger les larves, là. On peut raffiner les huiles qu'il y a dedans pour faire des cosmétiques. On peut raffiner l'exosquelette, la chitine des insectes pour faire des bioplastiques. Donc, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à l'échelle industrielle. OK, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Je vais continuer à suivre ça. Je vais prendre une dernière question, puis là, je vais aller pour toutes, mesdames, en commençant avec toi, Cassandra. Donc, là, sentez-vous pas trop pris sous les feux de la rampe, là, mais est-ce que vous avez une idée de où on sera dans 5 ans en matière de changement climatique? C'est quoi votre vibe? Attends, où est-ce qu'on va être? Ou est-ce qu'on aimerait qu'on soit? C'est Ouais, très ouais, différent. ben, un mélange des deux. Un mélange des deux. Un peu prédictif, puis un peu le souhait en même temps. Qu'est-ce que vous aimeriez de voir réaliser, puis qu'est-ce que vous sentez qui est sur le point d'arriver? Écoutez, je vais essayer de ne pas tomber dans le cynisme, même si c'est vraiment, vraiment difficile, puis qu'on a un public jeune, puis qu'il faut les garder optimistes. Et malheureusement, une grosse partie de la job va tomber sur votre génération. Dans 5 ans, ben là, je pense qu'on voit les changements climatiques là, sous nos yeux au quotidien. Donc, j'espère et je pense que beaucoup de pays vont se rendre à l'évidence que l'action doit être prise maintenant et qu'elle est urgente et vont commencer à prendre des actions plus sérieuses. Donc,
j'espère et je pense que ça va se passer. Peut-être pas partout, mais à un moment donné, ça va être inévitable. Il va falloir mettre en place des mesures d'adaptation, mais des mesures de mitigation aussi. Donc, j'espère et je pense que ça va aller là. Alexandra? J'ai une réponse un petit peu similaire sur plusieurs points, mais je pense que s'il y a de quoi retenir pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a des solutions qui existent techniquement, et que dès demain, il faut s'y mettre. Puis je vois depuis ma carrière qui est plus restreinte que d'autres, mais quand même à la petite échelle, je vois que ça va mieux. Il y a plus de monde, plus sensibilisé, de plus de domaines, puis la machine commence à starter. Mais c'est lent, là. Fait que dès demain, il faut qu'on fasse de quoi. Ça sera pas parfait. Il n'y a pas une solution miracle, ça va être plusieurs petites décisions, petites solutions qui, cumulées, vont avoir de l'impact. Dans 5 ans, il n'y aura pas encore des impacts phénoménaux. L'ampleur du défi est trop gros pour que dans 5 ans, ça soit comme c'est bon, on a réglé le problème, ciao, bye. Et nous, on n'a plus de job, c'est réglé. Là. On n'est pas là-dedans. J'ai de la job en masse pour des décennies. Là. Mais dès demain, il y a de quoi à faire, puis je vois ces solutions qui arrivent sur le terrain. Je vois plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, plus de plein de choses de même qui, au cumulé, vont faire une grosse différence. Dans 5 ans, il n'y aura pas de miracle. Baissez pas les bras, c'est pas ça. Ça commence, c'est la boule de neige qui embarque. Dans 5 ans, si la Constitution américaine tienne, on va changer de président. Louise, à toi. Merci. Mais écoute, moi, je vais y aller pour l'espoir parce que pendant longtemps, on a parlé de changement climatique de façon un peu catastrophiste, puis ça fait peur aux gens, puis là, les gens sont figés, puis ils savent plus quoi faire, puis aussi, ils se disent, ben, c'est pas à mon échelle, là, c'est les gouvernements qu'il faut qu'ils décident, moi, je peux rien faire. Moi, je vous garantis que chacun peut faire quelque chose à son échelle. Moi, c'est comme ça que j'ai essayé de faire. Fait que c'est pour ça que j'ai démarré une entreprise en me disant, je vais sortir du laboratoire puis changer les choses concrètement. Tout le monde peut le faire. C'est pas nécessairement une entreprise. Ça peut être de vous engager politiquement. Ça peut être de devenir des amplificateurs, des enseignants. Et une chose qui est super importante, là, c'est de se visualiser. Où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Donc, en anglais, il y a une expression, là, Where's the beach? Elle est où la plage? C'est où qu'on a envie d'aller? Puis moi, où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est dans un monde qui contient plein de solutions fondées sur la nature. Donc, on a pris tout le génie du vivant qui nous entoure, qui a évolué depuis des milliards d'années de vie sur Terre, et on se l'est approprié, puis on l'a rentré partout dans nos villes, dans nos sociétés pour développer des villes qui sont plus intelligentes. Donc, on va avoir des villes avec plus de verdure qui vont nous aider à gérer les précipitations intenses qui viennent avec les changements climatiques. On va avoir des bâtiments net zéro eau, net zéro carbone super efficaces qui vont capter toute l'eau de pluie, la recycler pour flusher les toilettes à l'intérieur. On va avoir des aliments qui vont être produits sur les toits, des épiceries dans lesquelles ils vont être vendus. Donc, moi, c'est là que j'ai envie d'aller demain. Puis, il y a plein de gens qui sont en train de créer ce monde-là. Il faut juste s'associer avec les bonnes personnes pour y arriver. Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, lâchez pas tout le monde. Nous, on lâche pas, on continue l'affaire. Donc, voilà, le temps a filé très, très vite. Je tiens à vous remercier. Vous avez été toutes et tous, toutes, mesdames, toutes formidables. Merci pour vos inspirants commentaires, vos inspirants parcours. Donc, avant de terminer la session, je voudrais vous rappeler des petites informations importantes. Donc, n'oubliez pas d'envoyer vos réponses au guide de discussion en remplissant le formulaire avant le 30 mars. Donc, vous pouvez scanner le code QR puis le remplir avant le 30 mars, s'il vous plaît. Vous allez avoir la chance de gagner, de gagner un prix, un carte cadeau de 35 puis de voir vos commentaires postés sur le site du Symposium de Parlons Sciences. Mais attention, il y a juste les réponses valables qui vont être prises en compte. Donc, aussi, si vous voulez partager votre expérience, donc on aimerait ça savoir ce que vous avez pensé. Donc, si vous voulez remplir les questionnaires complets à l'aide des codes QR qui sont juste ici, les sondages. Donc, merci aux enseignants et aux enseignantes. Vous allez recevoir tous ces liens-là dans un courriel qui va suivre après l'événement. Et pour les personnes intéressées par l'enregistrement, on vous assure que vous allez aussi les recevoir, là. Toutes les personnes inscrites vont recevoir les enregistrements. Donc, Parlons Science apprécie vos commentaires et vos commentaires vont nous aider à améliorer la programmation qui va suivre. Merci d'avoir participé au symposium Parlons Action climatique. Puis, prenez un petit moment pour remercier nos panélistes en leur écrivant si vous avez le temps. Ça leur fera certainement plaisir. Vous pouvez utiliser les QR ou les courriels. Donc, on espère que vous allez vous joindre à nous pour le prochain événement. Ça a été un plaisir d'être avec vous pendant cette heure-là. Merci à tous. Bonne journée. Bye!